des webinaires réguliers sur un format, voilà, enfin sur une fréquence plutôt qui parfois varie. Et ces webinaires sont faits pour vous et par vous. Donc, je vous laisse vous présenter, Christophe et Très bien. Dominique. Écoutez, je vais démarrer. Alors moi, Christophe Berthet, j'ai fait cette école à l'époque sur le campus de Poitiers, puisque c'était l'ESC Poitiers. Donc, j'en suis sorti en 1994. C'était le programme grande école de l'époque. À l'époque, on appelait ça les DESCAF. Voilà. Donc, c'était une toute autre période. Très sympathique, avec certainement des campus beaucoup plus petits. Et à l'époque, nous avions donc une école concurrente, pas très loin, qui était l'ESC Tours. Moi, j'étais à l'ESC Poitiers. Ces deux écoles se sont réunies il y a déjà quelques années. Elles sont devenues l'ESSEM. Et après, vous connaissez l'histoire. Donc, l'ESSEM a rejoint donc Excelia dans cette grande organisation, on va dire, qui regroupe des milliers d'alumni maintenant, et ce qui fait la force de l'école. Alors, quand je suis sorti, moi, de l'école, j'ai très vite démarré une carrière, j'irais dans l'animation commerciale, classiquement. J'ai travaillé comme inspecteur commercial dans le crédit. À l'époque, je mettais en place le crédit dans les concessions automobiles. J'ai pris une direction d'agence Sofinco. J'ai travaillé également comme directeur d'agence chez CTLM. Après, je rejoins en management une équipe un peu plus importante chez Carrefour, à l'époque des assurances Carrefour, et qu'on appelle toujours Karma, et donc de la carte passe. La carte passe, pourquoi? Parce que les logiciels de l'époque étaient faits avec une base CTLM, et donc j'avais été repéré par des équipes qui recrutaient pour relancer le crédit chez Carrefour, et puisque je connaissais par l'intermédiaire de mon ancienne fonction tout ce qui était crédit, revolving et choses comme ça. Donc j'ai travaillé en animation pendant quelques temps. Et après, donc, j'ai complètement changé. Je suis passé du on va dire B2C, animation d'équipe pour des solutions, on va dire, particuliers, de banques classiques. Je suis allé travailler plutôt dans la gestion de fortune, et mon métier était de mettre en place des solutions d'investissement, plutôt avec des actifs sécuritaires. Et c'était des solutions d'une compagnie d'assurance, Azur Assurance à l'époque, de notre société de gestion, qui s'appelle toujours d'ailleurs Boissy Gestion. Et on mettait en place des solutions d'investissement sécuritaires qu'on vendait dans des contrats d'assurance vie, des choses comme ça. Donc, c'était plutôt un métier orienté grand compte. Suite à ça, donc, Azur Assurance a été, Azur GMF, donc à l'époque, a été racheté, repris, donc fusionné. Et toute ma vie, finalement, a été des fusions par donc, MMA. Et donc, je suis rentré chez MMA de facto. Et j'ai travaillé donc, dans l'assurance beaucoup plus classique. Et là, depuis une douzaine d'années, j'anime un réseau d'agents généraux que je recrute également. Et mon métier donc, est donc de manager à la fois techniquement, commercialement et en termes de ce qu'on appelle contractuel métier, mes agents généraux, de les recruter, de les animer, de les mettre à la retraite aussi. Je suis ce qu'on appelle un inspecteur réseau également. Et je travaille énormément en transversalité avec une équipe d'inspecteurs qui ne sont pas sous ma hiérarchie, mais que j'anime puisque c'est moi qui objective les agents. C'est toujours celui qui objective les agents, qui donnent des objectifs commerciaux, qui finalement dirigent et animent. Et donc, ça me fait une équipe d'environ 200 collaborateurs, collaboratrices, une trentaine d'agents, et je travaille avec 6 inspecteurs différents qui viennent m'épauler sur, on va dire, le travail et le développement du chiffre d'affaires auprès de mes agents généraux. Alors, c'est une thématique, le management transversal, c'est comment, Dominique Drillon va vous en parler un peu plus, comment on anime des équipes avec lesquelles on n'est pas forcément en hiérarchie directe. Et ça m'a également animé puisque en 2015-2016, j'ai mis en route une formation, on va dire, exécutive à l'EM Lyon. J'avais 2 possibilités. Il y a 2 écoles, l'EM Lyon et l'ESSEC, qui font indépendamment du MBA, qui font ce qu'on appelle des masters exécutives. Et les 2 écoles font ce qu'on appelle le programme général de management. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'EM Lyon, et je suis à l'école 2 jours par mois en moyenne pendant 2 ans. J'ai fait cette formation et j'ai travaillé en thématique, en termes de mémoire de fin de master, sur le management transversal. C'est un petit peu pour ça que j'ai proposé cette idée donc, aux équipes alumni Excelia. Et l'idée de base, ça a été de mettre en place une forme de dialogue avec l'aide d'un professeur, alors,
Et j'ai fait la connaissance avec un grand plaisir de Dominique Drillon, qui va un petit peu plus se présenter, qui va vous parler de ce qu'il fait à l'école. Et on a mis en place cette forme de webinar grâce à lui et aux équipes d'Excelia Alumni pour essayer de présenter un sujet intéressant et qui représente largement les choses que nous rencontrons dans notre quotidien. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long ou trop long. Dominique, je vous cède la parole pour vous présenter. Merci Christophe et merci Aurélie d'avoir organisé ce webinaire. Ben, je suis ravi d'être avec vous. Alors, bon, moi j'ai un long parcours, mais je vais essayer d'être synthétique. Je suis professeur à Excelia depuis 12 ans. J'enseigne le management d'équipe. Et mes recherches, c'est sur essentiellement la santé au travail et les différentes formes d'intelligence. Alors, entre parenthèses, vous avez IE, donc intelligence émotionnelle, HQI, haut quotient intellectuel. Ce sont des personnes qui ont des QI supérieurs à 130. Et puis IA, l'intelligence artificielle aussi. Voilà, donc, et puis un petit peu d'innovation en management. Malgré mon grand âge, je m'intéresse toujours à comment est-ce qu'une organisation peut fonctionner avec efficience. Alors, avant d'être à La Rochelle, j'étais dans une autre business school qui est Montpellier Business School, où je suis resté 10 ans. Un autre climat, je suis passé de la Méditerranée à l'Atlantique. Et encore avant, j'étais en Bretagne, à Rennes School of Business, où je suis également resté 10 ans. Et dans ma présentation, j'ai mis 3 vies professionnelles. Bon, rassurez-vous quand même, je n'ai pas 90 ans, mais parce que mes vies professionnelles se sont chevauchées. La première, j'étais technicien en cardiologie, c'est-à-dire que je m'occupais de cœur artificiel au sein d'une équipe chirurgicale, le cœur-poumon qui remplace momentanément le cœur le temps d'une intervention. J'ai participé aux toutes premières transplantations cardiaques. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Mais en parallèle de ça, j'ai fait des études de psychologie. J'ai exercé le métier de psychologue et psychanalyste. Et un peu par hasard, on m'a demandé en 1990, à l'ouverture de Rennes School of Business, de venir faire quelques interventions. Et ça a été le déclic de découvrir cet environnement professionnel que je ne connaissais pas, celui des écoles de commerce et de management. Et voilà, et depuis un peu plus de 30 ans maintenant, j'exerce dans cet environnement comme enseignant-chercheur. Alors le thème qu'a choisi Christophe, bon, le thème donc du management transversal, ça me paraît assez important parce que effectivement le management change, beaucoup de choses évoluent en ce moment. Donc Aurélie, si tu peux nous donner la diapositive. Voilà, tout change, tout s'accélère. Donc les comportements bah, de toutes les parties prenantes d'une organisation, les, euh, les salariés, les managers, les dirigeants, mais aussi les clients, les fournisseurs. Enfin voilà, ça change beaucoup. Les comportements sont un petit peu chamboulés. Les aspirations, et là je vous parlerai un petit peu, mais bon, il y a de jeunes diplômés dans l'assistance, mais je peux vous dire que si je regarde dans mon rétroviseur, le comportement des étudiants et leurs aspirations des étudiants que j'avais en 1990 et maintenant est vraiment différent. Bon, la technologie a fait son apparition, je dirais, milieu des années 90 et ça s'amplifie. Maintenant même, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Et enfin, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'à la fois fantastique pour échanger, pour retrouver des amis, etc. Mais ça peut être redoutable aussi pour faire ou défaire la réputation d'une institution ou d'une entreprise ou d'une personne. Donc, c'est parfois quand même un petit peu préoccupant. L'environnement, notre environnement économique, notre environnement climatique, notre environnement géopolitique, vraiment change beaucoup. Qui aurait pu prévoir il y a 3 ans que l'on serait soumis sur une période très très courte à la fois à une pandémie au niveau
mondiale et en même temps, quelque temps après, à une guerre en Europe, bon, c'est quand même impressionnant et ça va avoir un impact à la fois économique, social, environnemental absolument fantastique. Je crois qu'on n'en est qu'au début. On perçoit un peu ce qui va pouvoir changer et c'est pas forcément très réjouissant. Et puis, ben, dans tout ça, quand les individus changent, évidemment, la société aussi, elle change, elle évolue. C'est pas pour dire c'était mieux avant, je pense pas, mais c'est en tout cas très différent et l'objectif, enfin, moi je trouve que la mission, enfin que j'ai, et qui m'enthousiasme encore, eh bien, c'est de dire voilà, je contribue à la construction de jeunes qui vont découvrir et s'épanouir, j'espère, dans leur vie personnelle et professionnelle. Et donc vraiment comment les préparer au mieux? Heu, voilà, d'où des questions en ce qui concerne le management. Voilà, donc tout change, tout s'accélère et ça va de plus en plus vite, hein. C'est ça qui est remarquable. Les changements, il y en a toujours eu, hein, heureusement, sinon nous serions encore à la préhistoire. Mais là, quand même, ça s'accélère quand même de manière phénoménale. Alors peut-être Christophe, vous avez envie Alors, de… oui, je vais m'appuyer sur le slide d'après, Aurélie. Donc voilà, alors pour rebondir un peu sur ce que Dominique Drillon vous disait, en fait, tout change, tout s'accélère. Et c'est vrai que le métier d'un professeur actuellement, d'un enseignant, notamment dans une business school, est un métier, on va dire, très compliqué, dans la mesure où il a quasiment une double, voire une triple euh, raison impérative, entre guillemets, pour fonctionner, pour transmettre. Première raison, c'est déjà de former. Deuxième raison, c'est de faire des étudiants, je dirais quelque part, contribuer à les faire devenir de plus en plus responsables dans un monde professionnel, dans un monde, on va dire, qui est en prochaine en mutation, on va dire, constante, et également, quelque part, les préparer à évoluer constamment. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on sort d'une formation et qu'on a appris qu'on sait faire, et en tout cas, dans toute sa vie durant, il va falloir se remettre en question. Alors, pourquoi faut-il faire évoluer le management? En fait, parce que le management évolue, a besoin d'évoluer, les entreprises sont de plus en plus, on va dire, agiles ou sont de plus en plus complexes. Mais on a des critères qui sont plutôt des évolutions à la fois sociologiques, économiques, qui nous dirigent. Alors, on a une forte volatilité avec un monde qui change toujours plus vite, des entreprises leaders qui peuvent très très vite passer d'un leadership affirmé à une place beaucoup moins établie, on va dire, dans les classements de marché, dans leur univers, et également des clients qui sont de plus en plus volatiles, dont les modes de consommation évoluent. Donc, de toute façon, le management doit évoluer. Alors, la réponse, bien sûr, c'est gagner toujours plus en vélocité, simplifier les process, diminuer le poids hiérarchique pour favoriser une prise de décision rapide. Alors, le poids hiérarchique, il est très important dans cette notion de management transversal parce que justement, vous n'en avez pas. Vous ne managez pas en direct. Mais quelque part, vous ressentez tout le poids des silos, de la hiérarchie, des choses dites et non dites. Ce qui vous met constamment dans une forme d'impression d'incertitude dans les organisations actuelles, puisque les réponses d'hier, celles que vous avez apprises à l'école, ne serait-ce qu'il y a peut-être 5 ans, ne sont plus forcément adaptées. Quand vous êtes sorti de l'école il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui pouvait prévoir par rapport à cette pandémie, les évolutions rapides qu'on a connues, avec notamment le management à distance, avec les besoins de travailler en groupe, avec des gens qui sont à la fois présentiels et à la fois en distanciel. Donc, c'est très compliqué. Donc, il devient assez difficile de se projeter sur moyen et long terme. Donc, il faut constamment élaborer une vision qui permette de se projeter, d'être, je dirais, à l'écoute des évolutions de la réaction du terrain. Donc, écouter le terrain constamment, écouter son environnement, s'adapter le plus vite possible à son écosystème. Alors, les entreprises sont complexes. Elles sont de plus en plus interdépendantes. On a l'apparition de tout un tas de variables et d'interactions qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes, qui rendent difficile l'analyse d'une situation, d'un environnement, à cause d'une multiplicité de paramètres et d'informations. Les informations, elles arrivent de toutes parts. Donc, il faut arriver, quand on est manager, à privilégier une communication et en fait un management simple
pour être constamment en train de restructurer les organisations, petites entités, pour que ces petites entités, si on peut, entre guillemets, les mettre en mouvement, qu'elles puissent communiquer de manière très vite ensemble. Alors, l'un des moyens de communiquer, de se mettre finalement, je dirais, en interaction constante et en réactivité, c'est de travailler de plus en plus de manière collaborative. Donc, le travail collaboratif, c'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer et ça nous permet de lever en fait des situations d'ambiguïté avec des situations inédites qui émergent sans pouvoir forcément solliciter des réponses immédiates. Donc, dans tous les cas de figure, on va favoriser l'expérimentation à tous les niveaux, innover en permanence et s'améliorer en continu. Donc, en fait, le manager qui sort de l'école, qui sort d'Excelia, brillamment formé par nos enseignants, en fait, il sait beaucoup de choses, mais il doit savoir quelque chose, c'est qu'il ne sait pas forcément tout ce qui va lui servir toute sa vie. Donc, il est obligé de se remettre en question constamment, obligé de se réadapter constamment, de se resynchroniser et de travailler constamment en interdépendance. Donc, il a plutôt appris à l'école à apprendre et plutôt à se remettre en question et dans un contexte où le management évolue très, très vite. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire avant de recéder la parole donc à Dominique qui va nous apporter une caution, on va dire, plus technique, on va dire, et plus on va dire, académique. Mais en gros, on est sur ces sujets-là et sur cet impératif d'évoluer très vite. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, on s'était pourtant concerté, hein, je devais vous donner les règles du jeu. Donc, on fait un dialogue. Ceci dit, vous êtes 3, donc nous sommes 4, pardon, Aurélie. Donc, à nous écouter, vous pouvez intervenir, poser vos questions, apporter vos propres témoignages, etc. Notre dialogue est fait pour alimenter votre réflexion et votre questionnement. Je reviens sur un point, le poids hiérarchique, effectivement, c'est quelque chose que les jeunes générations, et vous êtes, si j'ai bien compris, il m'a semblé entendre un bébé, et puis vous êtes présenté Gaëtan et Alice, pardon, excusez-moi, vous êtes relativement jeune, mais les étudiants que je côtoie, je ne sais pas si vous êtes comme eux, et ils me disent, mais on n'a plus envie d'avoir une hiérarchie telle qu'elle existait avant. Et donc, c'est vrai qu'ils sont plutôt attirés pour être intégrés dans des projets avec une équipe, et puis ensuite ils vont passer à un autre projet, etc. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise, ça correspond davantage à l'évolution de leur fonctionnement actuel. Donc, voilà, c'est un point sur lequel leurs aspirations amènent à faire évoluer le management. Et quand il y a des tensions, c'est quand, en général, le manager ne voit pas qu'il manage des générations X, Y, Z, qui sont entre elles aussi peut-être sensiblement différentes. Et s'il continue à appliquer un management tel qu'il a connu, découvert et pratiqué pendant des années. Et je crois que les écoles ont bien compris, la posture des enseignants est en train d'évoluer aussi. On n'est plus ceux qui détenons un savoir que l'on doit transférer dans les cerveaux des étudiants, mais on est plutôt des animateurs, des guides qui les conseillons, qui les accompagnons. On peut être aussi un petit peu des coachs. Et je pense que cette façon aussi de faire évoluer l'enseignement va avoir des répercussions sur ce qui va se passer en entreprise, sur la façon dont eux-mêmes vont manager. Alors, une remarque intéressante, quand je commence un cours de management, alors généralement, sauf ces dernières années, mais c'était dans des amphis où il y avait 150 étudiants, voire plus, je leur posais la question, mais combien d'entre vous ont envie de devenir manager? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fil des ans, il y en a de plus en plus qui n'ont plus envie de devenir manager. Ils veulent apporter leur contribution, ils veulent bien gagner leur vie, ils veulent avoir un métier important, mais ce qu'ils recherchent avant tout, c'est que leur travail ait du sens. C'est-à-dire qu'ils sentent vraiment quel poids, qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise, à l'organisation. Et s'il n'y a pas cette
Et parfois c'est compliqué parce qu'on est dans des environnements complexes, comme l'a souligné Christophe tout à l'heure, et il n'est pas évident de percevoir réellement sa contribution. En quoi on participe à une œuvre commune, et à mon avis, c'est au rôle du manager, quel que soit le niveau de connaissance de son équipe, où il doit expliquer à chacun quel est son rôle, qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Ça me paraît vraiment très important. Alors voilà, peut-être on peut passer à... Donc oui, je rappelle les règles. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Il y a un système sur Teams, sur la barre du haut, réaction, et vous pouvez lever la main, et puis même, vous n'êtes pas très nombreux. Ah ben voilà, je crois qu'il y a Sophie qui... Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Bon, je suis désolée du coup pour les hurlements du bébé au début, Mais excusez-moi. pas du tout, c'était très mignon. Ouais, félicitations, Sophie. La dernière fois que je vous ai vu, Merci. c'était en route, là, et puis maintenant, c'est fait. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc du coup, je voulais réagir à ce que vous disiez. Du coup, moi, je travaille pour les laboratoires Boiron et je suis dans une équipe, donc je travaille en marketing. Et justement, ça fait ce que vous dites, ça me fait écho parce que en fait, je suis dans une équipe où je côtoie, on va dire, enfin, je me sens entre deux générations. J'ai une manager à moi qui a une quarantaine d'années. Moi, j'ai 33 ans et du coup, je me sens pas forcément éloignée enfin, d'elle parce qu'on n'a pas un écart non plus énorme. Et je suis également manager d'une apprentie avec qui j'ai, pareil, 6 ans d'écart. Et du coup, je me sens pas non plus hyper éloignée d'elle, mais à la fois, je vois bien que c'est enfin, elle est très différente de moi et ma manager également. Et du coup, j'ai l'impression de faire le grand écart, en fait, tout le temps entre les deux et que c'est deux générations qui se comprennent pas du tout. Et on est sur, enfin, exactement ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que les plus jeunes, ils ont besoin de reconnaissance et de sens. Moi, je me retrouve également là-dedans, mais je comprends qu'il y a des fois enfin, un manager un peu plus strict, un peu plus à l'ancienne, on va dire. Et pourtant, mon manager, je ne la considère pas comme enfin, à l'ancienne. Enfin, voilà. Mais, et du coup, des fois, j'ai du mal à faire le grand écart en fait, entre ces deux générations qui se côtoient et tout bouge. Et à titre d'exemple, là, lors du Covid, j'ai eu à du coup manager une apprentie alors que j'avais jamais managé à distance. Et du coup, ben, forcément, tout était fluctuant et avec une manager qui continuait à manager comme avant, comme si on était en présentiel. Et donc, en fait, ça, du coup, c'est deux choses qui se côtoient et qui vont pas trop ensemble, quoi. Et voilà. Alors mais Christophe, je veux juste rebondir sur ce que Sophie vient de nous dire, et merci de nous apporter ce témoignage. Sur le management à distance, je pense que ça repose sur une notion importante de relation de confiance entre un manager et un collaborateur. Et en France, on n'a pas bâti ces dernières années sur la relation professionnelle, si vous voulez, sur une relation de confiance. Il y a davantage de contrôle que de confiance. Et donc, effectivement, il faut changer un petit peu de logiciel, avant tout de la part des managers, des plus âgés, en général, parce que vous avez des managers jeunes qui fonctionnent à l'ancienne et des managers âgés qui fonctionnent avec une ouverture d'esprit qui est quand même remarquable. Donc, l'âge civil ne correspond pas forcément au style de management de chacun. Mais Oui. il y a effectivement sur le management à distance qui est très particulier, sur lequel on a découvert ça brutalement, eh bien, je pense que c'est assez différent. Je vais vous citer un exemple d'une entreprise que vous connaissez tous pour avoir été certainement client à un moment de votre vie, Hewlett-Packard. Une unité a été dirigée, je l'ai perdu de vue un peu avec une unité donc commerciale, a été dirigée par un Français, un jeune polytechnicien, et qui a
demandé à sa hiérarchie, plutôt que de manager son équipe depuis des bureaux qui sont aux Ulysses, je crois, dans la région parisienne, il habitait à Pérols, près de la Méditerranée, et il a demandé à ses dirigeants s'ils voulaient bien tenter l'expérience de management à distance. Ça a été une expérience fantastique. Lui, son choix, c'est qu'il avait de jeunes enfants, bon, comme Sophie apparemment, et son plaisir, c'était bien sûr de travailler, mais c'était aussi de s'occuper un peu d'amener ses enfants à l'école, d'aller les chercher, etc. Enfin, les tâches quotidiennes. Sa femme était souvent en déplacement parce qu'elle était consultante, voilà. Et donc, il a tenté cette expérience. C'était pour lui génial, c'était tout à fait possible. Les résultats étaient bons, si bien que quand je l'ai perdu de vue en venant à La Rochelle, il était à 3 années d'expérimentation qui étaient renouvelées et ça marchait plutôt bien. Et à mon avis, il a pu continuer et peut-être essaimer. Mais il s'est non seulement heurté à des habitudes, ça ne se fait pas, hein, le management à distance dans ces sociétés-là. Mais en plus, même avec le droit, il était obligé de déclarer qu'il avait un bureau à Paris et non pas à Montpellier. Et pourtant, il manageait une équipe, pas une petite équipe, hein, de plus d'un millier de collaborateurs répartis sur 52 pays et les 6 continents. Donc c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible. Mais il ne connaissait quasiment pas physiquement les personnes qu'il manageait. Et malgré tout, les objectifs étaient atteints, même voire dépassés. Donc, c'est quand même intéressant. Ça repose sur une notion importante, c'est la relation de confiance. C'est-à-dire qu'il donnait à chacun des objectifs, il discutait des moyens, il fixait une échéance, et puis, bon, il faisait un point de temps en temps. Il y avait des réunions d'équipe, il y avait des réunions face à face, à distance. Mais voilà. Donc, c'est, je pense, la preuve que on a encore beaucoup de choses, et ça, c'était il y a une quinzaine d'années qu'il a tenté cette expérience-là. Voilà. À vous. Intéressant. Alors, Sophie, est-ce qu'on a répondu ou parce que vous avez Oui, encore oui. la main levée? Ah, faut que je l'enlève. Ah oui, il faut recliquer dessus. Hop. Il faut recliquer sur la main. Oui, Voilà. c'est tout bon, merci. Eh bien, peut-être à vous, Christophe, alors Alors, on peut peut-être passer la présentation. Ouais. Alors, bon, voilà. voilà, très, très, très rapidement, y a-t-il une définition, on va dire, du management transversal, en fait? Le management transversal, c'est un style de management ou un besoin de management, au même titre que le management hiérarchique. Alors, management hiérarchique, vous avez des équipes en dessous de vous, hein, que vous managez, c'est plutôt pyramidal, ou le management participatif. Alors, la différence entre un manager transversal et un management participatif, c'est que le manager transversal, en théorie, il travaille quand même avec un objectif qui est guidé, qui est posé par ce qu'on appelle un capitaine de transversalité, qui est plutôt un manager qui va lui fixer une mission, un cap, et ça va permettre au manager transversal de travailler avec des équipes latéralement, on va dire, voire même de passer plusieurs silos, plusieurs services de l'entreprise, de mettre en mouvement au service, on va dire, d'un objectif quantitatif, qualitatif, des équipes qui ne sont pas forcément toujours, on va dire, reliées ensemble pour travailler ou pas dans les mêmes services. Donc, sa particularité, c'est de faire travailler ensemble des salariés qui ne le faisaient pas habituellement. C'est ça le management transversal. Et une équipe, en fait, qui est transverse, en lien hiérarchique. Donc, le management transversal consiste à faire travailler temporairement plusieurs équipes ensemble ou des salariés ayant des compétences différentes vers un objectif commun sans qu'aucun lien hiérarchique n'existe entre eux. Alors, bien que chacun d'entre eux puisse avoir une hiérarchie propre. Donc, il faut également travailler tout l'environnement, les différents égos de tout le monde, même des managers, d'autres capitaines de transversalité. Et la coordination, en fait, c'est entre ces différentes personnes, équipes, est effectuée par une tierce personne, c'est le fameux capitaine de transversalité, qui est le manager transversal. Son rôle, finalement, c'est celui d'un chef d'orchestre. Alors, ces typologies de management, on va dire, ce mode de fonctionnement, il est de plus en plus commun à beaucoup d'entreprises qui sont obligées de s'organiser de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus, on va dire, souple. En fait, la pyramide
est de moins en moins commune, on va dire, en termes d'organisation dans les entreprises. Il y a de plus en plus des niveaux hiérarchiques qui sont les plus rapprochés possibles ou plus rapprochés qu'avant. À l'époque de mon père, peut-être, c'était beaucoup plus simple. Il y avait un chef, un sous-chef, des petits chefs, des grands chefs, des grands patrons. Actuellement, c'est beaucoup plus complexe. On peut être un manager transversal, animer des gens qui sont mieux payés que soi, qui sont par exemple des spécialistes de très haut niveau, d'aller encadrer ou d'essayer de faire avancer des personnes qui sont plutôt dans les services support, tout en travaillant dans plusieurs services qui peuvent être par exemple la recherche-développement, un service marketing, qui peuvent être également de la distribution et des commerciaux. Donc tout ça, ça rejoint en fait les besoins actuels, je dirais, d'évolution et d'agilité des entreprises. Et ça apporte à la fois de la transparence, des besoins de discussion, de dialogue coopératif, et c'est également beaucoup plus complexe parce que moins simple, et ça vient en plus se combiner avec les évolutions qu'on a connues ces 2-3 dernières années, avec le travail à distance, les mixtes qu'on retrouve, les hybridations dans les entreprises qui peuvent être à la fois du présentiel et du distanciel. Et tout ça vient se combiner avec la période actuelle. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Sur le principe, je ne sais pas si, Dominique Drillon, là, je suis très opérationnel, je dirais, on va dire, comme si j'étais dans mon entreprise, mais à votre niveau, en tant que professeur, je pense que ça, vous le sentez et vous l'avez déjà intégré dans votre transmission et dans vos cours, bien évidemment. Oui, tout à fait. Bon, on essaie effectivement de… La question sans arrêt que je me pose chaque année avec de nouveaux étudiants, c'est comment leur donner les clés pour devenir des salariés heureux, ou des salariés ou des créateurs ou des entrepreneurs heureux dans leur vie. Donc voilà, c'est comment leur donner peut-être un petit peu d'enthousiasme, les amener à réfléchir, leur dire qu'on est dans un monde qui évolue vite et de manière incessante. Et si je peux revenir sur l'exemple que je vous ai donné, donc imaginez cette entreprise qui auparavant fonctionnait de manière très classique, hein, avec une direction Europe qui était à Paris, et puis des sous-directions, etc. Et effectivement, là, les niveaux hiérarchiques ont été largement simplifiés. Mais les nouveaux entrants étaient cooptés en général, c'est-à-dire quand il y avait des besoins au niveau d'un pays, au niveau d'une unité, il y avait une annonce qui était diffusée entre 2005 et 2010, il y avait déjà quand même des outils qui permettaient de diffuser de l'information. Et puis, si un collaborateur déjà dans l'entreprise connaissait quelqu'un qui pouvait remplir les fonctions qui étaient recherchées, eh bien voilà, il y avait une présentation et puis un recrutement, je dirais, était opéré. Mais savez-vous, mais en même temps, c'est pas donc. D'un côté, vous avez des gens qui travaillent à domicile, qui peuvent gérer leur temps comme ils le souhaitent. Ceux qui veulent travailler la nuit, le jour, etc., ils s'organisent comme ils le souhaitent. S'ils veulent s'occuper un peu des enfants en même temps, c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce que ce dirigeant a constaté rapidement, et c'était une des raisons pour lesquelles on a été amené à se rencontrer. D'après vous, quelle difficulté il a rencontré rapidement dans son entreprise, dans son équipe? Je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous avez une idée? Bon. Il y a plein de mains levées. Formidable. Il y a 2 mains levées. Alors, qui c'est qui a levé la première? Sophie, ou peut-être on peut donner la parole aussi à… Alors, je vois pas qui est l'auteur de la main. Alice. Alice, on vous écoute. Alice? Le micro d'Alice. Pardon, excusez-moi, avec le micro décroché, c'est mieux. Oui. Je dis, pour moi, le premier problème que je vois et qui semble, c'est que donner de l'autonomie aux gens, c'est bien, mais les coordonner pour que quand même il y en ait ensemble, c'est mieux.
que si chacun est indépendant, on a tous des emplois du temps différents, des envies différentes. Et si tout le monde travaille à des heures différentes, malheureusement, pour la cohésion d'équipe, c'est bof, quoi. Voilà. Eh bien, et ça a été, c'est une des conséquences probablement, au niveau des statistiques des équipes de ressources humaines qui, elles, pilotaient aussi bien différentes équipes, celle-ci qui est un peu expérimentale et les autres, eh bien, ils se sont aperçus rapidement, mais très rapidement, que le turnover était 2 fois plus important dans ce management-là à distance. 2 fois plus important, c'est énorme, hein, en très peu de temps. Et l'une des craintes qu'il avait, c'est que des personnes qu'il ne connaissait pas ou qui étaient très éloignées soient un peu en surcharge de travail parce qu'ils pouvaient prendre autant de missions qu'ils voulaient et agréger en quelque sorte des missions pour gagner un petit peu plus d'argent ou pour voilà. Et donc le risque, c'était d'avoir quand même une déperdition et des risques psychosociaux liés à cet éloignement. Donc Alice, effectivement, ça, le lien social quand on travaille dans un même environnement, c'est important. Et c'est probablement, ça a perturbé, j'ai un autre témoignage d'une diplômée avec qui j'ai conservé des contacts, eh bien, qui me dit que les jeunes de son entreprise, c'est un grand cabinet international de consulting, les jeunes de son entreprise ont été les premiers à demander de réintégrer les bureaux, donc d'arrêter le travail à distance parce que voilà, ils n'en pouvaient plus de travailler chez eux, parfois dans des conditions un petit peu épiques, il faut le dire. Alors, Sophie, peut-être, c'est Sophie aussi qui vous Oui, vouliez Sophie intervenir? avait levé la main. C'était pareil, c'était une difficulté à coordonner ou à faire des réunions d'équipe pour la cohésion. C'était la même idée. Oui. Ben, effectivement, donc Jean-Charles, c'était son prénom réel. Bon, ça n'avait pas que des avantages, c'est-à-dire que parfois, pour être synchronisé avec un fuseau horaire totalement éloigné de celui de Paris, il était obligé de se relever à 1 heure du matin ou se coucher très tard. Mais bon, lui, il avait choisi ça. Il était un petit peu celui qui avait initié cette expérimentation, donc il le vivait très bien. Par contre, même ses équipiers qui ont, semble-t-il, je crois que 80% à peu près, sont passés allègrement d'un fonctionnement classique à un fonctionnement comme celui-ci, mais ça a été, certains ont vite déchanté, donc c'est un petit peu curieux. Alors, ce qu'on avait prévu, c'était dans l'une des diapos, peut-être. On avait une autre question d'Alice, mais on va pouvoir. Ah, pardon, il y avait une question d'Alice, Oui. je n'ai pas vu. Alice, Je suis désolée, vous parlez de déchanter et du coup, moi, j'ai une question par rapport à cette entreprise que vous citez. Quand on arrive à un moment où on n'arrive plus justement à coordonner ses équipes, parce que c'est le risque, est-ce qu'on risque pas de retourner justement dans le complet opposé et avoir un contrôle beaucoup trop présent, beaucoup trop permanent, parce qu'on n'a pas réussi à trouver les clés ou qu'on n'a pas réussi à appliquer les clés? Parce que, mine de rien, quand on prend l'habitude de faire, de s'organiser comme on le souhaite et que derrière on nous dit bah oui, mais ce serait quand même bien que. Est-ce que le risque, c'est pas que justement il y a un taux de fuite et qu'on soit obligé de remettre des liens très très forts et un contrôle beaucoup plus oppressant sur ses salariés? Ouais. Probablement. La période du confinement, c'était un peu particulier parce que là, c'était du confinement permanent qui a duré quand même initialement 6 semaines et dans lequel il n'y avait plus de contact physique. Et donc, je pense que une majorité, j'ai vu aucune statistique là-dessus, mais une majorité de gens ont plus ou moins apprivoisé la situation et ont continué de travailler. Certains ont dit même qu'ils étaient plus efficaces qu'avant. Il y a eu un gain par rapport
autant de déplacements de ceux qui étaient éloignés de leur domicile, entre leur domicile et le travail. Mais bon, voilà. Mais effectivement, est-ce que c'est parce que certains sont attachés un petit peu à un management traditionnel? Voilà, on a appris que certains avaient mis des systèmes de contrôle vraiment effrayants, quoi, hein, d'avoir un contrôle, voir sur l'écran, des enregistrements pour savoir ce que faisaient les salariés. Donc c'est vrai que cette liberté, si elle n'est pas accompagnée d'un minimum de relations de confiance, eh bien, tout peut arriver, y compris donc un retour de balancier, effectivement. Alors, ça, ce qu'on peut dire, vous avez raison, c'est que les entreprises ont beaucoup appris de cette période. Alors, et là, je pense qu'on est 1 an, 2 ans après le confinement, dans une période où les structures, les entreprises sont en train d'apprendre en fait de ce qu'elles ont vécu. Et on va de toute façon plutôt vers des formes d'hybridation du travail qu'un tout ou rien, tout télétravail ou tout présentiel. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'on sent au milieu de ces décisions, de ces évolutions, des points de friction qui sont d'ailleurs des points de friction qui sont souvent d'ailleurs dus à des personnalités qui ont du mal à lâcher ou qui veulent tout contrôler, notamment quand on se met du côté du manager. Mais quelque part, les têtes pensantes, les RH, comment dire, déjà, bien sûr, commencé à analyser le phénomène et sont plutôt dans un mode, on va dire, maintenant de normalisation et d'intégration de ces nouveaux modes de fonctionnement. L'enjeu, de toute façon, il est simple, c'est que dans une période quasiment de plein emploi, dans certains métiers, si on veut conserver ces équipes, les faire prospérer, les faire, on va dire, adhérer au projet de l'entreprise et que ces équipes soient heureuses, on va dire, au moins quelques années avec l'entreprise, au travers d'un chemin commun, il faut de toute façon s'adapter maintenant, se mettre en mode collaboratif, transversal, hybrider les modes de fonctionnement. Et c'est le seul moyen, y compris dans les entreprises, on va dire, qui étaient très directives, de continuer d'avancer et de passer cette période. Donc, de toute façon, les choses vont évoluer très, très vite. Mais il y a beaucoup de… ce que vous dites au travers de vos témoignages est tout à fait, je dirais, vérifié. Et il y a des résistances côté salarié comme côté manager. Et je dirais quelque part, la philosophie managériale doit s'adapter et on devrait pouvoir, dans ce pays, qui n'a pas forcément toujours aimé ou mis en avant ses managers, Dominique Drillon vous le disait, hein, ça ne fait plus envie d'être manager actuellement. On devrait pouvoir trouver un mode médian et en tout cas revaloriser le travail de management avec ces nouveaux modes de fonctionnement qu'on doit vite adapter à notre manière de travailler. Aurélie, tu as demandé à prendre la parole. Oui, j'ai une question parce que on a certains de nos diplômés, donc forcément avec 40 000 diplômés dans le réseau qui travaillent dans beaucoup de secteurs différents. Et on a eu l'occasion de se rendre compte que certains secteurs, et pour pas le nommer, je pense aux travaux ou à la construction, donc même nos diplômés qui travaillent sur des services support, c'est des secteurs sur lesquels alors là on parle ça dévie peut-être un peu sur le management transversal, mais le management à distance, en tout cas, ils leur ont pas permis de télétravail. Alors il y a eu plein de choses avancées, mais on se rend compte qu'il y a des secteurs en fait là où on est en train de parler de choses qui semblent être ancrées, alors à différents degrés, il y a plus ou moins de contrôle, mais c'est quand même en place. Je me rends compte qu'au travers des discussions que j'ai avec différents diplômés, il y en a quand même qui n'arrivent toujours pas aujourd'hui à avoir accès au télétravail parce que les secteurs, alors je ne sais pas si je peux dire s'y opposent ou sont réfractaires, et ça va au-delà d'un degré de contrôle, ça va jusqu'à ce que si on est en télétravail, alors c'est antiproductif, donc même les services support d'ingénierie, etc., n'ont pas ce droit-là. C'est quelque chose que vous avez rencontré ou… Alors, allez-y, Christophe, moi j'aurais quelque chose. Juste très rapidement, même dans l'assurance, au niveau de la souscription, par exemple, la souscription sur mesure, quand vous recrutez des souscripteurs sur mesure qui sont souvent des Master 2, des ingénieurs, par exemple, on parlait du BTP, dans l'assurance, chez MMA, on a, je ne veux pas mettre comment dire,
prononcer des propos clivants sur ma propre entreprise, mais on a des managers, des directeurs régionaux qui ont eu beaucoup de mal à laisser leurs souscripteurs, je dirais quelque part, souscrire à la maison. Et pour souscrire, en fait, il faut quoi, hein? Il faut un ordinateur, de la data, du savoir-faire, de l'expérience, beaucoup de travail. Mais on n'a pas forcément besoin, entre guillemets, d'être au bureau pour éditer une police d'assurance sur mesure. Et même dans les secteurs tertiaires, ça a été très compliqué. Ça tient beaucoup à la nature des hommes. Et bien sûr, c'est un peu plus fort dans certains secteurs, certaines branches d'activité. Mais il y a un vrai problème de résistance encore, au minimum pour une hybridation, on va dire, présentielle-distancielle. Mhm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique. Alice, oui, mais je reprendrai ça, mais Alice avait levé la main, donc En fait, c'est juste pour vous dire que je fais partie enfin, je suis actuellement encore employée dans une de ces entreprises. Je travaille dans l'aéronautique, plus particulièrement dans le secteur des hélicoptères. Je m'occupe de tout ce qui est la partie achat et support de pièces détachées pour hélicoptères. Ça se fait complètement à distance et le télétravail est le sujet le plus tabou qui existe dans mon entreprise. Et au point que si jamais télétravail il y a, on a intérêt d'avoir une belle jambe cassée qui nous empêche de venir bosser parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Ah oui. Alors, merci pour ce témoignage, Alice. Mais moi, je voudrais parler des problèmes culturels. Rebondir, parce qu'on parlait de nature, on parlait de profil, mais aussi des problèmes culturels. J'adore les pays scandinaves et j'adore leur mode de vie, en général, hein, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, j'ai fait de fréquents voyages dans ces régions. Et alors, bien sûr que l'ensoleillement a un rôle important. Mais moi, j'ai vu des dirigeants d'entreprises, de PME ou d'entreprises assez importantes quitter leur travail à 16h, 16h30 et ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Je dirais même que ça montre qu'ils sont efficaces dans leur travail. Alors que je ne sais pas si vous avez été dans quelques entreprises françaises, eh bien un manager qui quitterait son bureau à 18h, il serait vu comme un paresseux, quoi. Enfin, voilà, donc il y a des questions culturelles qui sont très fortes sur la gestion du temps, sur la gestion des équipes. Et en France, je crois qu'on a beaucoup à voir, à s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins. Que dire, tellement vous avez raison, monsieur Drillon. La culture du présentiel, la culture, à 5 heures, vous partez chez vous, on vous dit que vous prenez votre après-midi. Mais voilà, exactement. Exactement. Alors, La Rochelle, quand il fait beau, c'est encore plus compliqué. Hein, mais voilà. Une petite pensée pour Aurélie. Alors, c'est vrai que le temps file vite, mais c'est Aurélie qui est notre gardien du temps. Il nous reste combien de temps, Aurélie? Ah, j'ai pas de. Bon, parce que sur la diapo suivante, on avait coché un certain nombre de thèmes. Voilà, on avait coché un certain nombre de thèmes, et puis là, on est bon. Manager transversal, on en a parlé un petit peu. Management à distance, on en a parlé. Changement et culture, bon, la culture vient d'en parler. Intelligence individuelle, intelligence collective. Parmi les thèmes qui restent, est-ce que vous voulez qu'on dialogue sur un des thèmes qui sont… Alors, que je vous explique, certains peuvent vous paraître un peu HQI, vous savez maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, IEIA aussi. QVT, c'est qualité de vie au travail, bien-être au travail, bonheur au travail. Et RPS, risques psychosociaux. Voilà, sinon tous les autres termes sont compréhensibles. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez intervenir sur l'un de ces thèmes-là? Bon, silence. Écoutez, comme j'accompagne une jeune femme qui a la quarantaine, un petit peu plus, qui est DRH dans un grand groupe international de vins et spiritueux qui s'appelle BIM Suntory. C'est américano-japonais. Et donc, elle est DRH dans une unité en France et elle fait un doctorat sur bonheur au travail et engagement des salariés.
Et donc, c'est un gros travail qu'elle est en train de terminer. J'espère qu'elle va pouvoir soutenir cette année 2022. On a esquissé une période septembre ou octobre. Et donc, elle a mis en évidence un certain nombre de choses. C'est que quand les gens sont heureux au travail, eh bien, ils sont plus productifs, ils sont moins souvent absents, ils s'impliquent davantage, etc. Enfin, c'est le fait d'être heureux au travail va avoir des répercussions sur sa vie personnelle certainement, mais aussi sur sa vie professionnelle. Et parmi les choses qui sont recherchées, et donc ça complète un petit peu ce que l'on avait vu tout à l'heure sur le management à distance, c'est que l'ambiance de travail, la recherche de sens aussi dans ce que l'on fait, sont les 2 facteurs qui émergent le plus fortement. Et alors, c'est vrai que l'ambiance de travail, quand vous êtes à domicile, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais mis en place pour les étudiants, là, c'est pas pour des collaborateurs, mais j'avais mis en place pendant le confinement un système une fois par mois, à peu près à cette heure-ci, donc entre novembre et jusqu'au printemps, où c'était un blabla, je sais plus, blabla research, où on parlait de recherche. Et j'étais surpris quand même, c'était tout à fait facultatif. Je sais que les étudiants en général sont utilitaristes, c'est-à-dire que si c'est pas noté, si c'est pas bon, ils trouvent toujours d'autres prétextes pour faire autre chose. Mais là, il y avait toujours un noyau dur, régulier. Bon, il y en avait qui avaient des impossibilités de se connecter à ce moment-là. Mais voilà. Et donc, je pense que c'était un besoin aussi de connexion, de créer une ambiance. Alors, en général, bon, comme je suis leur professeur, même si je ne suis pas très soucieux de maintenir une pression hiérarchique, je dis que je suis un partenaire de leurs études. Mais bon, en général, c'est moi qui initiais. Mais après, ce qui était satisfaisant, c'était qu'entre eux, ils faisaient des échanges. Et quelquefois, ils m'ont dit que ça se prolongeait au-delà de ces petites réunions. Donc l'ambiance de travail, c'est très important. Alors comment concilier un management à distance avec la création d'un climat qui va être favorable au travail? Ça, c'est une question qui est difficile à résoudre, je crois. Je vous redonne la parole, Christophe, si vous voulez Ouais, rebondir sur ça. je pensais aux apéros Skype. C'est Oui. idiot comme propos, apéros Skype. Bon, ça a été très, très mis en avant les premières semaines du confinement. D'une manière ou d'une autre, indépendamment du travail, de ce qu'on a à faire, des échanges professionnels, des interactions qu'on peut avoir à distance, si on est managé ou si on manage à distance, il faut trouver des moments, je dirais, pour aller chercher des échanges beaucoup plus conviviaux. Je dirais à la limite, mais très à distance, des petits points cafétéria, machine à café, que sais-je encore, et tout ce qui peut contribuer finalement à redonner ou donner du lien malgré le fait qu'on soit très, 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 très éloigné et que physiquement on ne puisse pas se voir. Donc, de toute façon, les méthodes de management ou le management, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient à distance, même s'ils sont différents, doivent avoir finalement les mêmes, je dirais, les mêmes paramètres, je dirais, les mêmes conditions, à savoir une bonne communication, des moments où on lâche un peu, on peut échanger, tout en étant, je dirais, sur un mode beaucoup plus convivial, des moments où on va être plus à l'écoute, et également une manière de déléguer qui est complètement différente. Je dirais que quand on manage à distance, il faut fixer des objectifs à ses équipes, mais quelque part, il faut accepter qu'on ait parfois des résultats sur moyen et long terme, mais qu'on ait à court terme des résultats un peu plus dégradés, parce que les interactions ne sont pas les mêmes que quand on est en présence physique. Donc, ça nécessite beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ce qui fait que la temporalité, je dirais, d'un projet d'entreprise ou d'une entreprise qui est toujours dans l'immédiateté doit également s'adapter au travail à distance. Ça, c'est compliqué. Et c'est des choses qu'on est en train d'apprendre actuellement suite à ce qui s'est passé avec le confinement. Je parlais tout à l'heure des
de l'expérience, enfin de la Scandinavie, mais je crois aussi que c'est intéressant en matière de management de se tourner vers ce qui se passe en Californie, dans la Silicon Valley en particulier. Luc Julia, qui est donc le co-créateur de Siri, le premier assistant vocal, il a travaillé pour plusieurs entreprises de la Silicon Valley. Il a été vice-président innovation chez Samsung au niveau mondial. Il a travaillé pour Apple, etc. Bon, il connaît bien. Ils ont des échanges entre eux, c'est-à-dire des entreprises, même concurrentes, se retrouvent entre elles, enfin des managers de ces entreprises pour discuter, échanger, etc. Et donc ça bouge sans arrêt en matière de management. Et alors, il me disait que bon, l'idée après a été implantée dans d'autres entreprises, mais il avait dit à ses collaborateurs, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, travailler sur des projets personnels pendant votre temps de travail. Vous imaginez un patron ou un manager français dire ça, dire ben, si vous avez un truc à faire, faites-le sur votre temps. Bon, évidemment, il faut quand même que vous travaillez un peu pour la boîte, mais n'hésitez pas, utilisez le matériel, l'ordinateur et tout ça pour faire vos propres recherches. Et c'est génial. Bon, Google, après, s'en est emparé de l'idée et il y a beaucoup d'entreprises. Alors, bon, avec certaines personnes, c'est-à-dire que ça contribue à rendre l'ensemble des collaborateurs plus responsables finalement. Ils sont plus responsables vis-à-vis de leur entreprise et plus responsables, plus autonomes aussi dans leur manière de gérer leur journée et leur travail. Voilà, donc c'est vrai que... Alors, si... Ah, des mains levées. Je laisse aux mains levées la parole. Mais avec le micro, ça serait mieux. Oui, est-ce qu'on sait si, quand on manage à distance ou enfin, de manière transverse, là, comme on dit, en laissant plus de quelque part de liberté aux salariés, est-ce qu'on sait si vraiment ça a de l'impact sur la productivité? Moi, je pense que oui, mais est-ce qu'il y a des études qui existent là-dessus ou c'est trop tôt parce que on n'a pas assez de recul là-dessus et voilà. Alors, je n'ai pas d'études réelles sur des résultats, mais quand on voit quand même le succès, le développement de ces entreprises dans lesquelles il y a une certaine autonomie des salariés, je me dis que, voilà, bon, certes, ça mériterait d'un point de vue scientifique que ça soit confirmé, mais scientifiquement, mais en tout cas, c'est évident que ça apporte un plus, y compris à la société. Et ça rejoint ce que la thèse d'Isabella est en train de démontrer, et il y a eu d'autres travaux. Un collaborateur heureux, donc qui est relativement autonome, qui a de bons contacts avec ses collègues, avec sa hiérarchie, qui sera reconnu dans son travail, qui sera valorisé, eh bien, il va donner le meilleur de lui-même pour son travail, et l'intérêt sera aussi pour l'entreprise comme pour lui. Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et vous Parce pouvez... que Enfin, alors, moi, c'est pareil, je me situe aujourd'hui entre deux générations. Et je constate aujourd'hui que sur ces générations qui ne sont pas si éloignées que moi au final, je me réconforte comme ça, mais sur les nouveaux diplômés que je vois rentrer aujourd'hui dans mon entreprise, il y en a quand même une grosse partie qui n'en a clairement rien à faire de la valorisation qu'on va leur donner dans leur travail. Je travaille avec un jeune où c'est pour moi un très gros challenge, puisque la responsabilité professionnelle ne lui parle pas, ne lui fait pas envie. Et du coup, on est obligé de le stimuler par d'autres moyens pour qu'il s'intéresse à ça. Et c'est très compliqué parce qu'on a aussi, je trouve, de plus en plus de gens qui en ont marre ou ont vu des parents s'épuiser au travail, des grands frères, des grandes sœurs s'épuiser au travail et n'ont pas du tout envie de porter des responsabilités pour ne pas rentrer dans le même schéma. Oui.
Christophe, vous voulez Alors, enchaîner ou je... Sophie, vous avez 1000 fois raison et on voit ça tous les jours dans nos entreprises, je dirais quelque part. Je dirais que par tranche de 10 ans, il y a d'énormes différences, des fragmentations complètes de la vision professionnelle, de son engagement au travail. Je dirais que ça dépend de la taille de l'entreprise, mais sur une entreprise d'une taille, on va dire, relativement correcte, ce qui est très important de toute façon, c'est à terme de manager la démographie, si on peut se le permettre, si on peut le faire, à savoir que quand il y a plusieurs générations qui se côtoient, on arrive à trouver des équilibres et, je dirais, des projets communs. Là où c'est compliqué, c'est qu'il faut manager une petite équipe avec une ou deux personnes très isolées, qui ont par exemple un âge qui correspond à ce que vous disiez, Sophie, avec certainement très peu d'engagement à fournir dans les médias parce qu'ils ne se sentent pas tout à fait en adéquation, soit avec le projet de l'entreprise, soit même avec la vie actuelle. Donc tout ça, c'est compliqué. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense, pour travailler avec des gens qui ont 25-30 ans, pour certains, 30-40 ans, que la génération qui a entre 20 et 30 ans, à mon avis, va être plutôt talentueuse et l'est déjà. J'ai plus de mal avec les gens qui ont 30-40 ans ou 40 ans passés. Je les trouve moins paradoxalement impliqués. Ils sont un peu à la croisée des chemins. Mais dans tous les cas de figure, dans les services un peu plus importants, dans les entreprises plus importantes, quand il y a un certain brassage, des mélanges d'âge et de génération, les choses avancent. Après, je pense qu'une génération peut démarrer d'une certaine manière en termes d'engagement et peut évoluer au fil de la vie, parce que les gens sont quand même intelligents, il faut leur faire confiance, et peut s'adapter, changer de vision des choses à 30 ans, en étant, je ne sais pas, parent, à 40 ans. Donc, je dirais qu'il faut prendre en compte ces différences de génération, les générations X, Y, Z. Il ne faut pas non plus quand même trop se focaliser. Il faut avoir l'intelligence situationnelle de s'adapter aux différents âges, y compris d'ailleurs avec des gens plus âgés, des seniors. On en parle moins, mais ils sont aussi présents dans l'entreprise. Ils ont pour certains tendance à bonisser après 65 ans, 66 ans, 67 ans, on en trouve, surtout dans les services, dans le tertiaire. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il peut y avoir des points de friction sur une équipe. Quand vous avez 2-3 personnes, si vous avez 5 personnes autour de vous avec qui vous travaillez, si vous en avez 3 qui ne sont pas forcément très, très motivés, qui ont plutôt des passions de 25-30 ans, et en tout cas pas pour un engagement autour d'un projet. Là c'est complexe. Mais après, ça pose le problème du recrutement également et d'une vision globale de l'entreprise. Je dirais qu'il faut vraiment travailler avec une certaine ouverture et beaucoup de pragmatisme. Ça permet de faire avancer les choses. Enfin, ça, c'est mon expérience. Je ne suis pas du tout dans l'académisme ou dans des pensées, on va dire, très, très soutenues comme celle de Dominique, on va dire, en termes de savoir-faire, mais c'est plutôt de l'opérationnel. Je pense qu'il faut arriver à passer les choses en étant très souple et agile. Alors, vous avez raison. Alors, je ne sais plus si c'était Alice ou Sophie qui est intervenue pour… C'est Sophie C'est Sophie, d'accord. Vous avez raison. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tout n'est pas parfait. On n'est pas dans le… voilà, c'est exact. Hein. Et moi, j'ai tendance plutôt à disons, avoir un projet de former de futurs managers qui vont s'engager dans cette fonction avec des responsabilités, mais je sais que, voilà, parmi, et je le vois, il y a plein de choses qui sont négatives. Alors, deux interprétations ou deux grilles de lecture à ça. L'une assez classique par rapport à la motivation. On peut avoir différentes formes disons, de motivation. Vous avez des personnes qui sont motivées par l'argent, par la récompense en général. Et d'autres qui sont motivées par l'ambiance de travail, par la qualité des missions qu'on leur confie, par la diversité. Donc les premiers, c'est plutôt une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qui vient les récompenser de l'extérieur. Et puis les autres, ça vient d'eux-mêmes, motivation intrinsèque. Et donc effectivement, entre ces deux
types de publics avec des doses et des degrés différents de niveau de motivation, on peut avoir des réactions qui sont tout à fait différentes. C'est, à mon avis, aussi ce qui fait la richesse humaine, c'est-à-dire qu'on peut pas paramétrer un être humain, quoi, comme on pourrait paramétrer un individu. Donc ça, première grille d'interprétation. Alors une un petit peu plus osée, psychanalytique et sociologique et psychanalytique. Vous avez certainement constaté que les familles en France ont moins d'enfants qu'elles n'avaient il y a 50 ans et au-delà. Et la place de l'enfant dans la famille a complètement changé. Avant, c'était quelqu'un qui était une assurance retraite qui était voilà. Il y avait des familles où il y avait 5-6 enfants, moi je me souviens dans mon enfance, il y avait pas très loin de chez moi une famille où ils étaient 18. Vous imaginez une équipe de rugby avec les 3 remplaçants? C'était énorme. Bon, c'était quand même exceptionnel, mais il y avait en tout cas des familles de 5-6 enfants. Maintenant, 1, 2, et les familles un peu plus nombreuses sont bien souvent des familles recomposées. Donc, la place de l'enfant a complètement changé. Il est devenu un peu l'enfant roi parce qu'il est la plupart du temps désiré. Il a droit à la parole, même il accapare dès son plus jeune âge la parole. Pour vous faire une petite anecdote, j'ai une petite fille qui a 10 ans maintenant, et quand elle avait à peine entre 2 et 3 ans, un jour que j'étais chez elle, je lui faisais une petite réprimande, et elle me regarde dans les yeux, elle me dit: «Mais quand est-ce que tu retournes chez toi?» Bon, vous dire, déjà, hein, 2-3 ans, c'est voilà. Et donc, les salariés que vous découvrez actuellement, ils ont minimum 20 ans d'expérience, 20 ans de vie, avec des bonnes et des mauvaises habitudes parfois, mais en tout cas, leur place au sein de la famille a été bouleversée, chamboulée par rapport à la place qu'ils occupaient dans, disons, il y a un demi-siècle et avant. Alors, l'explication que j'ai, je vais faire très très simple, hein. Imaginez une sphère divisée en 3. Vous avez certainement un moment ou un autre entendu parler du moi, du surmoi et du ça, n'est-ce pas? Vous avez dû entendre parler de ça. Bon, Oui. ça a fonctionné, c'est Freud qui a inventé ça ou qui a représenté ça. C'était dans le début des années 1900, dans ce que l'on appelle sa deuxième conception, c'est-à-dire du fonctionnement humain. Le surmoi, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Le moi, c'est lui qui pilote. Le ça, c'est finalement celui de la créativité, de l'enfance, de la rébellion aussi parfois, des instincts primaires, etc. Et le surmoi, c'était celui des valeurs parentales, des enseignants, des managers, le respect de l'autorité, etc. Bon. Eh bien, ce surmoi, au fil du temps, compte tenu justement de ce que je vous ai dit auparavant, de la place de l'enfant qui est devenue plus centrale dans la famille, eh bien, ce surmoi, disons, il s'est rabougri, il a plus la même influence. Les héros des générations antérieures, c'était d'abord les parents, et ils étaient héros jusqu'à l'adolescence, où là, il y avait une remise en cause, une rébellion, etc. Mais les héros maintenant, chez les toutes jeunes générations, et Sophie, c'est un garçon ou une fille, Sophie, que vous avez? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Bon, il a quel âge? Il a 1 mois. Il a 1 mois. Ouh là! Bon, rassurez-vous, encore pendant 2-3 ans, ça va. Mais ne vous étonnez pas si, et c'est pas vous qui allez piloter, c'est comme ça. On est influencé aussi par la société dans laquelle on vit. Eh bien, voilà, quelquefois, c'est même très désagréable. Ils prennent une place et une force qui est énorme. Et donc, au fur et à mesure que le surmoi se rabougrit, il y a une autre instance qui est le moi idéal qui se met en place et qui va. C'est un peu le sentiment de toute puissance.
C'est-à-dire que voilà, c'est le reflet de l'enfant roi, et ça peut perdurer longtemps, y compris même à l'âge adulte. Avant, on trouvait ça, dans quelques exceptions, disons, on trouvait ça encore à l'âge adulte, chez des personnes mégalos, chez des personnes perverses, etc. Mais ça représentait un faible pourcentage de la société. Mais maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui vont avoir ce sentiment-là. Et en même temps, c'est un sentiment qui est fragile parce que c'est très déstabilisant. Le surmoi qui était basé sur le respect des anciens, des adultes, de l'autorité, des pompiers, des CRS, etc., ou de la peur même parfois, eh bien voilà, il est maintenant bon, ce qui génère dans la société de plus en plus d'incivilité, de plus en plus d'attaques, etc. Voilà. Donc, voilà, je tente cette interprétation qui est encore à affiner, qui mérite encore d'être observée, mais de même que la société a évolué, le fonctionnement psychique des individus ont vraiment profondément évolué, et ça vient du fait qu'avec le contrôle des naissances, avec la diminution du nombre d'enfants par famille, etc., l'enfant désiré, la contraception, euh, occupe une place centrale au sein d'une cellule familiale. Et ça lui donne un pouvoir donc qu'il essaie de garder parce qu'il voit aussi toutes les satisfactions qu'il peut apporter, qu'il peut récupérer, qu'il essaie de garder toute sa vie, si c'est possible. Bon courage, Sophie. Non, mais c'est magnifique en même temps. Ça vous laisse pantois? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que je vous dis là? Ça vous laisse silencieux? Non, c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve, c'est vrai qu'il y a de multiples facteurs et on vit une véritable évolution, je pense, qui est quasiment culturelle, beaucoup plus. C'est même au-delà de la sociologie. Je pense que oui, ça touche vraiment aux familles, au mode d'éducation, je pense. Et tout ça nous fabrique des visions et des manières de voir les choses qui ont directement de l'impact dans notre vie en entreprise, qu'il faut prendre en compte. Vous avez raison, Monsieur Drillon. Et si vous ajoutez entre guillemets, pardon, si vous ajoutez la mondialisation, eh bien, ce qui se passe en France se passe dans le monde entier. Voilà, la télévision renvoie à travers ses séries, etc., surtout américaines, renvoie finalement un mode de fonctionnement qui se substitue aux héros parentaux d'avant, et ce sont des héros éphémères, hein, mais qui vont remplacer ça. Et on a ce qui se passe, à part peut-être dans quelques endroits très 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 reculés où ils n'ont ni publicité, ni télé, ni réseaux sociaux, ni outils technologiques. En dehors de ça, je pense que c'est le même phénomène qui se propage dans le monde entier avec des décalages temporels, mais avec le même impact. Alors, moi tout ça, là, on est rendu à 1h31 à peu près de communication. Moi, là, actuellement, j'ai une idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Drillon, et sous le contrôle d'Aurélie. Ça serait, par exemple, bon, on va réécouter l'enregistrement, et j'ai trouvé. Alors, on était en petit comité, on était peut-être pas très nombreux, mais c'est un beau début, je trouve. Moi, j'ai envie de remettre ça. Et toujours sur le même thème. Et il faudrait quelque part, moi je vous propose ça, Aurélie, si vous êtes d'accord, Monsieur Drillon, analyser un petit peu les questions et ce qui s'est dit, regarder ce qu'on avait présenté, et peut-être refaire une suite sur le même thème, parce que ce qu'on vit au bureau, dans nos équipes, au quotidien dans nos entreprises, je dirais quelque part, par rapport à justement ce dialogue, ce que vous enseignez aux étudiants d'Excelia, Monsieur Drillon, entre l'opérationnel qu'on vit tous les jours, les questions qui ont été posées et ce que vous transmettez, moi je pense qu'il y a un beau dialogue qui pourrait intéresser encore beaucoup plus d'alumni. On pourrait, sur cette thématique-là, continuer avec une étape 2, une étape 3 ou un chapitre 2, un chapitre 3 écrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
Aurélie nous a dit qu'elle s'appuyait pour organiser ces webinaires, elle s'appuyait sur les demandes finalement, ou sur les... Donc voilà, je pense que peut-être Aurélie, si vous avez des demandes, là, le fait que l'enregistrement sera disponible, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont lire un petit peu par curiosité, tiens, qu'est-ce qui s'est dit, et qui feront remonter à Aurélie peut-être des demandes. Voilà, peut-être. Ou peut-être aussi changer de sujet. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je suis ouvert. Moi, c'est avec plaisir, si vous voulez, que je suis dans un âge où je suis davantage préoccupé par la transmission, dans le partage, voilà, des expériences, des connaissances, que autre chose. Donc, C'est une ça belle serait mission. avec plaisir, mais à condition que cela suscite enfin, qu'il y ait un intérêt manifeste. Et déjà, peut-être on peut demander à Alice et Gaëtan qu'on n'a pas entendu. Vous êtes là encore, Gaëtan? Je suis quelqu'un d'assez discret, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de faire une suite, effectivement. Ouais. Sophie, Alors, avec grand plaisir, évidemment, c'est toujours chouette d'avoir des intervenants qui sont ravis de pouvoir réintervenir. Je pense que déjà, il y avait 20 inscrits, puisque on a eu une inscription de dernière minute. Donc, avec 20 inscrits, j'imagine que on va avoir déjà une quinzaine de personnes qui vont être, j'imagine, prêtes à regarder le replay dès qu'on va le remettre en ligne. Après, nous, c'est toujours... là, le sujet, on l'a vu, si je reviens sur la diapo précédente, d'abord, ça couvrait beaucoup de sujets. Je me dis que peut-être que pour être encore plus, on pourrait choisir un axe et décrire un petit peu pour avoir ou réfléchir à des points. Peut-être que ce soir, justement, les 3 participants pourront nous faire part d'un axe qui leur tient plus à cœur ou quelque chose qu'on creuse un petit peu plus. Ce serait, je dois vous avouer aussi, je le redis, hein, mais je pense que la météo et la période de l'année ne jouent pas en notre faveur. J'en suis assez convaincue. Et effectivement, voir si sur la première... sur les premiers mois, là, peut-être octobre-novembre, essayer de trouver un créneau pour refaire ça. Pourquoi pas faire, on l'a encore jamais fait, mais avoir un webinaire où là, vous étiez 2 à l'animer, mais faire une espèce de table ronde où vous seriez peut-être 4, et donc la balle se renvoie sur des secteurs différents, des expériences différentes, ça amène des éclairages différents, en plus des participants. Pourquoi pas, je suis ouverte. Voilà, on est là pour écrire l'histoire tous ensemble, donc non, avec grand plaisir. Très bonne idée. Alors, si je puis me permettre, pourquoi vous ne partez pas d'une FAQ pour définir le thème à aborder dans la prochaine section? oui. Ça permet de cibler la majorité des attentes en fonction des thèmes ciblés. Enfin, moi, je vois plein de choses. Je trouve que tout est toujours trop court et notamment tout ce qui touche à la santé et au travail me touche particulièrement puisque je vais me spécialiser là-dedans prochainement. Mais du coup, je trouve que ça peut être intéressant aussi de voir en fonction de votre audience les besoins ou les attentes, entre guillemets, qui vont varier en fonction des personnes et des situations et partir avec, à partir d'une FAQ, lancer sous la forme d'un brainstorming ou une discussion éventuellement. Oui, alors je serais ravie, c'est très chouette comme idée, Alice. C'est justement pour ça qu'on envoie systématiquement des questionnaires après chaque webinaire. Et je dois vous confesser que quand j'ai à peu près, même sur 40 participants, quand j'ai 2 réponses, je suis ravie. Donc malheureusement, il faut qu'on trouve aussi d'autres formats pour recueillir les attentes. Et c'est pas toujours Sophie qui anime la communauté de Lyon est bien placée pour savoir que même en sollicitant, même en envoyant des sondages, on n'est pas toujours on n'est pas. Alors, quand je dis ça, c'est pas sous le format du reproche, c'est juste que c'est un constat et donc c'est compliqué. Mais Alice, si vous êtes prête à nous faire un retour, et Gaëtan et Sophie ce soir, évidemment, avec grand plaisir. Ce serait difficile de dire que c'est représentatif sur 40 000. Je parle sous contrôle de Dominique pour l'aspect plus scientifique. Donc, évidemment, on ne parlera pas d'un échantillon représentatif, mais en tout cas, c'est important pour nous et ça vous a suffisamment plu aujourd'hui pour assister, enfin le thème pour venir y assister.
Donc non, avec grand plaisir et je vais vous laisser les contacts là, juste après cette diapo, mais n'hésitez pas non plus de façon complètement, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être après un webinaire de contacter l'association et de dire moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, bah voilà, la santé au travail, je sais pas, le surmenage, enfin peu importe des choses. Tout à l'heure, on parlait de bonheur au travail, ça me faisait penser qu'on a de plus en plus de diplômés qui deviennent happiness managers. Donc Ouais. voilà, pourquoi pas faire des choses sur ce sujet-là. Oui, puis j'ai vu, Aurélie, dans l'annonce, il y a un diplômé qui va parler d'intelligence émotionnelle prochainement, donc voilà, Ouais. c'est pas la peine de refaire, hein. Très bien. Bah, c'est Non, juste. non, en tout cas, à votre disposition. Comment j'ai été sollicité? Donc Christophe a manifesté son intérêt de faire un duo, un dialogue, etc. Il a communiqué ça à Aurélie et à Sandy. Et d'habitude, c'est moi qui sollicite l'association des alumni pour, dans le cadre de mon cours de management, eh bien avoir des managers qui viennent témoigner. Alors j'en prends plutôt, si vous voulez, ceux qui sont à proximité quand même de La Rochelle, mais c'est une expérience extraordinaire que les étudiants adorent et même les participants qui viennent bénévolement dans mon cours donner donc 2-3 heures de leur temps, ils repartent enchantés parce qu'ils ont rencontré des diplômés ou des managers qu'ils ne connaissaient pas et que finalement, passer 1 heure et demie avec des étudiants, le temps passe vite et c'est très agréable. Et voilà, donc Sandy est revenue vers moi en me disant, mais tiens, cette fois-ci, c'est moi qui vais te solliciter, est-ce que tu acceptes de faire équipe avec Christophe, un diplômé de l'école? Voilà. Bah oui, parce que moi, j'ai fait classique, je suis un vieux machin déjà. En fait, j'ai croisé Sophie, qui était juste avant cet heureux événement, lors d'une soirée alumni, on va dire, très, très bien organisée d'ailleurs, notamment par Sophie et puis son compagnon, hein, également alumni EM Lyon. Je veux dire, Essalia, pardon. Et en fait, il y a eu un sondage qui est arrivé. J'ai répondu au sondage en disant que éventuellement un webinaire pouvait m'intéresser. Donc, je pense que de toute façon, c'est le croisement de toutes les sollicitations dans un réseau d'alumni, à la fois sur LinkedIn, à la fois en direct, à la fois par sondage, à la fois par peut-être bouche à oreille, que sais-je encore, qui fait avancer les choses. C'est assez compliqué de toute façon de bouger un réseau d'anciens élèves et surtout avec une histoire comme celle qu'on a connue dans notre école où il faut fédérer tout un tas d'entités qui ont toutes vécu à leur manière une histoire un peu différente, mais qui doivent toutes se retrouver autour d'un projet commun qui est Excelia. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, il y a un gros boulot, mais en tout cas, c'est en croisant tous les canaux qu'on va arriver à faire des choses ensemble, à se revoir. Et ça, c'est intéressant. Donc là, une soirée comme ça, si nos 4 ou 5 participants parlent à 3-4 personnes, plus bien sûr la communication qu'on peut faire avec tous les moyens du réseau alumni, je pense que ça peut grossir et ça peut être intéressant. À terme, on peut aussi croiser tout un tas de possibilités présentielles, webinaires, que sais-je encore, et ça doit vivre. Mais en tout cas, une école de commerce, ça forme des dirigeants, ça forme des managers, ça forme des gens responsables qui doivent transmettre, animer, manager, avoir une responsabilité sociale. Et je pense que de toute façon, notre rôle, c'est de toujours communiquer, toujours transmettre et toujours s'occuper, je dirais, de la place qu'on peut avoir dans notre organisation et notamment dans notre réseau alumni. Donc, faites du bruit toutes et tous sur le sujet, c'est intéressant. Et, et on va se régler, que ce soit avec Dominique ou que ce soit avec d'autres personnes et d'autres alumni vont nous rejoindre et on va faire des choses intéressantes, ça va être bien. En tout cas, moi, je suis ravi de cette réunion ensemble et c'était vraiment très intéressant. Un très grand merci à tous les deux pour cette intervention ce soir. Ah, Sophie. Il y a Sophie qui veut. Oui, je voulais rebondir. Du coup, j'ai trouvé que c'était super intéressant ce soir et qu'on avait mis des
des pistes déjà sur certaines réflexions. Après, si on devait axer, moi je partirais sur parce qu'on a parlé de motivation, on a parlé des générations, on a parlé du manager à distance. Peut-être axer sur quel est l'impact en fait, comment interagissent les générations dans le management à distance de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et puis peut-être quels sont les leviers de motivation quand on est à distance ou dans un management à distance et dans un management transversal. Voilà. Du coup, voilà. Sinon, j'ai trouvé que c'était super intéressant et avec plaisir pour assister au prochain webinaire. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sophie aussi pour cette... Je vais faire une confidence. La dernière fois qu'on m'a sollicité pour animer un webinaire, alors c'était sur l'intelligence artificielle et c'était pas du tout avec un environnement de jeunes comme vous, diplômés d'Excelia, mais c'était avec la promotion, je ne sais plus quelle année, d'ingénieurs des arts et métiers. Ils avaient entre 84 et 86 ans, mes interlocuteurs. Ah oui, c'était un peu différent. C'était différent. Bon, mais j'étais ravi d'être avec vous, en tout cas, ce soir. Un grand merci à tous les deux. Je vous donne juste le programme des prochains, des prochains webinaires. Donc, la prévention des risques psychosociaux, une stratégie indispensable, donc avec un diplômé de l'ESSEM 2008, Romain Descourrières. Donc, ce sera sur Zoom. Si vous souhaitez y participer, le lien, voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site comme pour ce soir et donc vous aurez le lien. Donc, ça, c'est jeudi 2 juin. Et le jeudi 16 juin, Maxime Leouérou, qui est diplômé de 2017, qui va intervenir sur l'intelligence émotionnelle. Tiens, Maxime qui est arrivé à Lyon, qui était jusque-là notre coordinateur à Bruxelles. Oui, on l'a rencontré et on va se voir pour essayer de... il organisera avec nous les after-work. Ok. Voilà, mais on en reparlera, mais voilà. Voilà, donc... Maxime, je ne sais pas, mais compte tenu de l'année de son diplôme et de son programme, je l'ai peut-être eu comme étudiant, mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a tellement d'étudiants. Il faudrait me greffer un disque dur. Je crois qu'il était à Bruxelles depuis plusieurs années. Et enfin, vous annoncez, alors pour ceux qui ne connaissent pas, tous les 3e week-ends de septembre, on organise un week-end de réintégration. Donc, vous avez eu à un moment donné un week-end d'intégration. Vous avez ensuite eu un week-end de désintégration. Et donc, nous, pour fêter les anniversaires de promotion, les 10, 20, 30, 40 et donc 50 années de diplomation pour certains de l'ESSEM, tous les 3e week-end de septembre, on prévoit un petit programme le vendredi soir où on a l'Assemblée générale de l'association, une soirée ensuite en centre-ville, et puis le samedi, on propose quelques activités, un tour en bateau, un tour en vélo, etc. Alors pour l'instant, c'est à La Rochelle, et c'est l'occasion pour les promotions, notamment le samedi soir, une soirée dans l'école, et c'est l'occasion de se retrouver, alors parfois entre promotions, maintenant entre écoles, entre campus, entre diplômés de différents programmes, et de partager parfois des souvenirs communs et surtout de créer des opportunités. C'est bien là tout l'objet du réseau, maintenant que vous êtes 40 000 diplômés, donc présents dans plus de 100 pays, à peu près dans tous les grands groupes, les petits groupes, les startups, etc. Et donc, voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations, à quoi le réseau peut vous servir aujourd'hui, demain, que vous soyez jeune diplômé, envie de mobilité professionnelle ou simplement de changer de groupe, être mis en relation avec quelqu'un. J'entendais qu'Alice, vous partiez à Nantes. On a un réseau qui est assez actif à Nantes. Si jamais vous voulez qu'on vous mette en relation, même si c'est sur un point de vue pratique, dans quel quartier vaut mieux louer un appartement ou je ne sais quelle autre information pratique, ce sera avec très grand plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis on a hâte de vous retrouver, évidemment, très bientôt. Merci encore à Dominique, à Christophe, et puis à Merci. Merci beaucoup. Et Gaëtan. Au revoir à tous. Bel été à vous. Bonne soirée, au revoir et merci. Très bonne Bonne soirée, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous.